Considéré comme l'une des évasions les plus audacieuses de l'histoire, cet épisode a marqué à jamais les annales des prisons de haute sécurité. 3 détenus ont réussi à s'échapper d'une prison isolée sur une île. Un exploit presque impossible qui a défié toutes les attentes et plongé les autorités dans un chaos complet. Comment ces hommes ont-ils pu contourner un système aussi rigoureux? Pendant de nombreuses années, le sort des fugitifs est resté entouré de mystères. Mais plus d'un demi-siècle plus tard, de nouveaux indices émergent, et peut-être qu'aujourd'hui, après 55 ans, cette énigme peut enfin être résolue. Les prisonniers ont quitté leurs cellules, ont rampé sur le toit et ont réussi à atteindre la baie de San Francisco. C'est ainsi qu'ils ont contourné l'un des systèmes pénitentiaires les plus impénétrables au monde. De nouvelles preuves sont apparues qui pourraient détenir la clé pour résoudre cette affaire non résolue. Enquête. Alcatraz est-elle vraiment à l'abri des évasions? Pendant des décennies, on a cru qu'il était totalement impossible de s'échapper d'Alcatraz. Pensez-y. Une prison de sécurité maximale située sur une île rocheuse, entourée par les eaux froides et agitées de la baie de San Francisco. Même si tu parvenais à sortir de ta cellule, où irais-tu? Mais vint ensuite le jour fatidique du 11 juin 1962, lorsque 3 hommes, Frank Morris et les frères John et Clarence Anglin, disparurent dans la nuit. Ils sont entrés dans ces eaux sauvages, et puis plus rien n'a été entendu. Pas de corps, pas d'indices, juste le silence. La plupart pensèrent qu'ils s'étaient noyés, rejoignant ainsi une longue liste de tentatives d'évasion ratées au fil des ans. C'était la conclusion de l'histoire jusqu'en 2013, lorsque le département de police de San Francisco a reçu une lettre effrayante qui commençait ainsi « Je m'appelle John Anglin. Je me suis échappé d'Alcatraz en juin avec mon frère Clarence et Frank Morris. Était-ce réel? Pourrait-il s'agir de John Anglin écrivant des décennies plus tard? » Les autorités n'étaient pas sûres et ont gardé la lettre secrète pendant qu'elles essayaient de vérifier ces affirmations. Mais en 2018, le FBI a officiellement rouvert l'affaire. Quelque chose dans cette lettre avait attiré son attention. La forteresse sans retour. Revenons un peu en arrière maintenant. Alcatraz n'était pas n'importe quelle prison. C'était la prison. Construit pour être incontournable, il abritait certains des criminels les plus dangereux des États-Unis. Al Capone, George Machine Gun Kelly et d'autres noms célèbres y ont passé près de 30 ans. Alcatraz fonctionnait sur la promesse que personne ne s'échapperait, et beaucoup ont essayé. Au cours de ces 3 décennies, 36 hommes ont tenté de s'échapper, 23 ont été capturés, 6 ont été tués, 2 se sont noyés et 2 ont tout simplement disparu. Mais en 1962, Frank Morris et les frères Anglin ont eu une idée différente. Ils avaient un plan si ingénieux qu'il est encore étudié aujourd'hui. Frank Morris n'était pas un criminel ordinaire. Il était brillant, un véritable stratège, diraient certains. Il s'était déjà évadé d'autres prisons avant d'arriver à Alcatraz. Frank a eu un début de vie difficile. Il a perdu ses parents à l'âge de 11 ans et a été placé dans des orphelinats et des foyers d'accueil. Il a appris à survivre seul, mais sans modèle à suivre, il est tombé très tôt dans une vie de crime. À l'âge de 13 ans, il a eu sa première condamnation pénale, mais à Alcatraz, Frank n'était pas seul. Sa cellule était proche de celle des frères Anglin et d'un autre prisonnier, Allen West. Leur proximité a facilité la planification, et ensemble, ils ont élaboré un plan d'évasion si audacieux et élaboré qu'il semblait tout droit sorti d'un film hollywoodien. Mais ce plan a-t-il été couronné de succès? Frank et les Anglin ont-ils obtenu leur liberté cette nuit de juin 1962? Ou la baie les a-t-elle revendiquées? Et cette mystérieuse lettre de 2013, était-ce vraiment John Anglin qui l'avait écrite? Le cerveau du crime et son équipe. Frank Morris n'était pas un braqueur de banque typique. Certes, c'était un criminel, mais c'était aussi un penseur et un stratège. Un type de personne qui pourrait s'attaquer à un problème apparemment impossible comme s'échapper d'une prison au milieu des eaux glaciales. Mais même les esprits brillants ne peuvent pas accomplir quelque chose d'aussi grand par eux-mêmes, et c'est là qu'interviennent les frères Anglin, John et Clarence. Ces deux-là n'étaient pas de simples criminels. Ils n'étaient pas seulement frères, ils étaient pratiquement inséparables. Ayant grandi dans une famille pauvre de 13 frères et sœurs dans la campagne de Floride, ils ont appris 2 choses dès leur plus jeune âge. Comment survivre et comment rester ensemble quoi qu'il arrive, mais la vie ne leur a pas donné un chemin facile. À un moment donné, la survie s'est transformée en vol, et le vol les a conduits en prison. Le pénitencier d'Atlanta. Avant Alcatraz, les frères Anglin ont passé du temps au pénitencier d'Atlanta, mais ici le problème, c'est que les Anglin détestaient être enfermés et ne le cachaient à personne, essayant de s'échapper encore et encore.
Finalement, les gardiens de la prison se sont rendus et ont mis fin à leurs agissements. Ils ont envoyé les 2 prisonniers gênants à la prison du Rocher. Si le pénitencier d'Atlanta était pour eux un terrain de jeu, Alcatraz était une forteresse, le bout de la route. Un endroit où l'évasion n'était pas seulement improbable, mais impossible, ou du moins, c'est ce que tout le monde pensait. Le plan commence à prendre forme. Alcatraz n'était pas seulement une prison, mais aussi une usine. Les prisonniers travaillaient à la construction de meubles, à la couture d'uniformes et à la fabrication de fournitures pour l'armée américaine. Frères Anglin, Frank Morris et un autre prisonnier, Alan West, ont réalisé que cet environnement d'usine était parfait pour un plan d'évasion. Mais pourquoi? Les ressources, des morceaux de bois, des outils de peinture et surtout de vieux imperméables, mais collecter des matériaux ne suffisait pas. Ils avaient besoin de concentration, de temps et d'une distraction. Et ils ont finalement obtenu tout cela. Le canular parfait. C'est là que le plan est devenu incroyable. Ils fabriquaient des poupées ressemblant à des humains à laisser dans leur lit. Mais ce n'était pas seulement des oreillers sous les couvertures, c'était œuvre d'art. Ils ont utilisé du dentifrice, du savon, de la poudre de ciment, du papier toilette, de la peinture de l'atelier d'entretien et des cheveux humains récupérés sur le sol du salon de coiffure. Pensez-y un instant. Les hommes n'ont pas seulement planifié une évasion, ils sont devenus de véritables artistes et le résultat a été des poupées capables de tromper même le garde le plus rusé lors de ces rondes nocturnes. Lorsque les lumières se sont éteintes et que les gardes ont fait leur compte, tout semblait normal, mais derrière les murs, la vraie magie se produisait. Creuser pour la liberté. Au début des années 1960, le bâtiment était vieux, et les vieux bâtiments sont synonymes de fissures, d'effondrements et de faiblesses structurelles. À l'aide de cuillères en métal de la salle à manger et d'une perceuse volée fabriquée à partir d'un moteur d'aspirateur, le groupe a commencé à percer des trous dans les murs de leurs cellules. Petit à petit, nuit après nuit, ils grattèrent le béton. Mais qu'en était-il du bruit? Personne ne le remarquerait? Personne n'entendrait les bruits qu'ils faisaient sur les murs? Non, car Maurice et les frères Anglin avaient une solution brillante, l'heure de la musique. Les prisonniers avaient droit à 1 heure d'activité musicale par jour, et l'un des évadés jouait de l'accordéon pendant qu'il travaillait. Le son rauque et monotone de l'instrument masquait les coups et les cliquetis de ses cellules. C'est vraiment génial. Le toit et le radeau improvisé. Après des semaines voire des mois de fouilles inlassables, ils ont réussi à percer les murs de leurs cellules et ont atteint un couloir de maintenance caché derrière eux. De là, ils sont montés sur le toit en utilisant une série de tuyaux et d'aération. Mais ils n'avaient pas encore fini, ils devaient traverser la baie de San Francisco et c'est là que les imperméables entrent en jeu. Plus de 50 vieux imperméables ont été cousus ensemble pour créer un radeau de fortune et des gilets de sauvetage. Pensez à la patience, à la détermination et à l'audace qu'il a fallu pour créer quelque chose comme ça dans une prison à sécurité maximale. Mais il y avait un problème, le temps pressait. Chaque nuit passée à se préparer était un pari risqué. La moindre erreur, le moindre faux pas, et tout s'écroulerait. La grande évasion. Le 11 juin 1962, il fait nuit, et la prison est étrangement silencieuse, à l'exception des faibles bruits de ronflement des prisonniers et des clics occasionnels de métal provenant de quelque part au fond du bâtiment. Alors que la plupart des prisonniers rêvaient, Frank Morris, John Anglin et Clarence Anglin étaient bien éveillés. C'était le moment de la soirée qu'ils avaient prévu depuis des mois, mais juste au moment où ils s'apprêtaient à agir, quelque chose s'est produit. Alan West, le 4e membre de l'équipe d'évasion, a eu un contretemps. Le trou qu'il avait passé des mois à creuser n'était pas assez grand pour qu'il puisse y passer. Ils ont poussé, gratté les bords, mais le ciment a cédé et le temps pressait. Les autres ne pouvaient plus attendre. Le cœur lourd, Frank et les frères Anglin ont laissé Alan derrière eux. Ils pénétrèrent dans l'étroit couloir de service derrière leurs cellules, progressant lentement entre les tubes et les ombres. Leur cœur devait battre la chamade alors qu'ils remontèrent le conduit de ventilation, se poussant vers la liberté, atteignant finalement le plafond, mais l'évasion n'était pas encore terminée. Ils ont glissé sur une distance de 50 pieds, dans un canal en forme de V dans la cuisine, s'accrochant comme si leur vie en dépendait, leurs paumes luisantes de sueur. Ils ont donc traversé des clôtures couvertes de barbelés, déchirant leurs vêtements et leur peau au passage. Mais cela ne les a pas arrêtés. Ils ne purent s'arrêter, atteignant finalement le rivage, et là, sous le couvert de l'obscurité et entourés par les eaux glacées de la baie de San Francisco,
Ils gonflèrent un radeau de fortune fait d'imperméables et de colle. Vous pouvez les imaginer frissonnants, trempés, s'éloignant de l'île d'Alcatraz avec rien d'autre que le clair de lune et leur détermination pour les guider. Au matin, le chaos a éclaté dans la prison. Les sirènes hurlaient, les gardes criaient, et le directeur regardait les cellules vides avec incrédulité. Ils l'ont fait, ils ont réussi à s'échapper de la prison dans les rochers. Et qu'est-il arrivé à Allen West? Eh bien, toujours enfermé dans sa cellule, il n'a eu d'autre choix que d'avouer, il a raconté aux autorités le plan, l'itinéraire et la destination. Il a déclaré que les fugitifs se dirigeaient vers l'île Angel, où ils voleraient une voiture et se sépareraient. Les enquêteurs se sont précipités sur Angel Island en suivant les indices que West leur avait donnés, mais il n'y avait rien, pas d'empreinte de pas, pas de radeau de fortune, pas de voiture volée. C'était comme s'ils avaient disparu dans les airs. Et voici la partie intéressante. Ils pensent que le trio pensait que West céderait sous la pression et a décidé de changer son plan à la dernière minute. Sont-ils allés ailleurs? Aviez-vous un point de rendez-vous alternatif? Le FBI a lancé l'une des enquêtes les plus intenses de l'histoire. Pendant 17 ans, ils ont suivi chaque piste, chaque murmure, chaque rumeur. Environ un mois après l'évasion, un cargo norvégien a signalé avoir vu un corps flottant dans l'eau à 27 km du Golden Bridge. Serait-ce le corps de l'un d'entre eux? Le corps n'a jamais été retrouvé, et la piste est devenue froide. La question restait, ont-ils survécu ou la baie les a-t-elle réclamés? Le 31 décembre 1979, le FBI a officiellement clos l'affaire. Votre conclusion? Il est probable que les hommes se soient noyés. Affaire classée, dossier mis de côté et le monde se retrouve avec un mystère non résolu, mais voici le problème avec les mystères. Ils ont une façon de persister, n'est-ce pas? Parce que de temps en temps, une lettre apparaît, une observation est signalée, un murmure d'un homme en Amérique du Sud ou en Floride, ou quelque part sous le radar prétendant être l'un des fugitifs. Frank Morris et ses frères pourraient-ils Anglin a réussi l'impossible? Auraient-ils pu échapper à l'inévitable? La lettre mystérieuse. Avance rapide jusqu'en 2013, lorsque le mystère de la grande évasion d'Alcatraz a pris une tournure choquante. Le département de police de San Francisco a reçu une lettre, mais pas n'importe quelle lettre. Cette lettre a été signée par un homme traqué par les autorités depuis des décennies, John Englin. Je m'appelle John Englin. Je me suis échappé en juin 1962 avec mon frère Clarence et Frank Morris. La lettre n'était pas simplement une confession informelle, elle était pleine de détails sur l'endroit où John se cachait soi-disant depuis plus de 50 ans. Il prétendait avoir vécu à Seattle, puis dans le Dakota du Nord et enfin en Californie du Sud, mais la lettre révélait également quelque chose de déchirant. John était en train de mourir d'un cancer. Après des décennies de cavale, il a déclaré qu'il était fatigué de fuir, qu'il voulait de l'aide et qu'il était prêt à négocier avec le FBI. Mais c'est là que les choses deviennent étranges. Pourquoi quelqu'un qui a réussi l'une des évasions les plus audacieuses de l'histoire de la prison resterait-il si près de la scène du crime? Pourquoi la Californie du Sud, à seulement quelques heures de San Francisco? Quelque chose semblait étrange. Les autorités ont pris la lettre au sérieux, mais ont prudemment lancé une analyse graphologique avec des recherches de fond et une vérification des preuves médico-légales. Ils ont tout fait. Les résultats n'ont pas été concluants, la lettre inachevée était suffisamment crédible pour maintenir le mystère, mais pas suffisamment pour clore l'affaire, et le monde est donc resté en suspens. John Englin a-t-il vraiment écrit cette lettre? Est-ce que lui et son frère, ainsi que Frank Morris, ont réussi l'impossible et survécu aux eaux glaciales de la baie de San Francisco, ou était-ce juste une autre impasse? La seule certitude était la suivante. La lettre de 2013 a donné une nouvelle vie à une histoire qui refuse de mourir. Le documentaire sur l'histoire Canal. En 2015, l'histoire La Chaîne a diffusé un documentaire qui a jeté de l'huile sur le feu. La famille Anglin a partagé des cartes de Noël manuscrites prétendument envoyées par John et Clarence Anglin au fil des ans. Cependant, les experts n'ont pas été en mesure de confirmer quand ces lettres ont été livrées. Étaient-ils réels ou étaient-ils des faux? Puis, une photo est arrivée. Un ami de la famille a prétendu avoir vu John et Clarence Anglin au Brésil. En 1975, il y avait même une photo de deux hommes qui ressemblaient aux frères Anglin. Mais les photos peuvent mentir, n'est-ce pas? Une image floue n'est pas exactement une preuve irréfutable, mais le moment le plus choquant est venu de Robert Anglin, un parent des évadés. Sur son lit de mort, Robert a fait une confession qui a laissé tout le monde sans voix. Il a affirmé que les frères John et Clarence les avaient contactés en 1963,
juste 1 an après leur évasion. Selon Robert, les frères sont restés en contact jusqu'en 1987, date à laquelle les messages ont soudainement cessé. Est-ce qu'il leur est arrivé quelque chose ou ont-ils complètement perdu confiance en leur contact familial? Le documentaire n'a pas répondu à ces questions, mais il a dressé un tableau, celui de 2 hommes qui ont peut-être réussi à s'échapper d'Alcatraz en vie. Le FBI a rouvert l'affaire. En 2018, avec la mystérieuse lettre et les preuves familiales qui s'accumulaient, le FBI a officiellement rouvert l'affaire Alcatraz. Des équipes médico-légales et des experts en écriture ont réexaminé la lettre de 2013. Les chercheurs sont retournés sur les traces d'éventuelles voies d'évasion, ont examiné d'anciens indices et ont essayé de relier les points. Quels sont les résultats? Toujours inachevés. La lettre n'a jamais été entièrement authentifiée et aucune nouvelle preuve n'a émergé qui pourrait fournir une réponse définitive. Et donc, la grande évasion d'Alcatraz reste un mystère. John Anglin, des décennies après son évasion, s'est-il vraiment assis pour écrire une lettre au FBI? Frank Morris, lui et son frère Clarence ont vraiment réussi l'impossible. Et ont-ils vécu le reste de leur jour en liberté, ou les eaux glacées de la baie de San Francisco les ont-elles engloutis dans la nuit fatidique du 11 juin 1962? Questions, doutes et impasses. Lorsque la mystérieuse lettre de 2003, prétendument écrite par John Anglin, a émergé, le FBI n'a pas perdu de temps. Ils ont soigneusement analysé chaque centimètre de cette lettre. Ils ont d'abord effectué des tests d'empreintes digitales et d'ADN. Il pourrait y avoir un indice caché dans les fibres du papier, une trace d'empreinte digitale ou même une légère trace de salive sur l'enveloppe. Et puis ils ont comparé l'écriture du lettre avec des échantillons de Frank Morris, John Anglin et Clarence Anglin. Cela semblait être un tournant, peut-être. Peut-être que la vérité était enfin à portée de main. Mais ensuite le verdict est tombé, peu concluant. Pas d'empreinte digitale, pas de correspondance ADN solide, et l'écriture manuscrite? Trop d'incohérences pour confirmer. La chaîne de télévision locale KPX a révélé l'histoire, révélant la conclusion vague du FBI, ou plutôt son absence. L'un de leurs experts en sécurité a parfaitement résumé la situation. Leur verdict final laisse tout en suspens, et la lettre est donc passée du statut de percée possible à celui de mystère. Le service des Marshals des États-Unis. Alors que le FBI analysait la lettre, le US Marshals Service, une agence chargée de retrouver les fugitifs, n'y croyait pas. Dans une déclaration officielle, ils ont complètement rejeté la lettre. Ils n'ont pas tourné autour du pot non plus, il n'y a absolument aucune raison de croire que l'un d'entre eux aurait changé son mode de vie et vivrait comme un citoyen totalement respectueux des lois après une telle évasion. Selon lui, les criminels habituels comme Frank Morris et les frères Anglin ne se seraient pas simplement installés, n'auraient pas trouvé d'emploi et n'auraient pas commencé à payer des impôts. Ils ont fait valoir que les gens ne changent pas du jour au lendemain, en particulier les hommes qui ont réussi l'une des plus grandes évasions de prison de l'histoire, mais c'est là que tout devient intéressant. En 2024, des chercheurs ont mené une étude scientifique utilisant des modèles informatiques avancés pour recréer les conditions de cette nuit fatidique de juin 1962. Ils ont pris en compte la température de l'eau, les marées et la force des courants pour déterminer si la survie était possible. Et les résultats? Étonnamment pleins d'espoir. Selon l'étude, si le trio s'était lancé dans la baie au bon moment, en particulier pendant une fenêtre étroite où les courants soufflaient vers Angel Island, ils auraient peut-être réussi, pas facilement, pas sans se battre, mais pas impossible. Une étude a donné vie à une idée que beaucoup avaient rejetée pendant des décennies, à savoir que Frank Morris, John Anglin et Clarence Anglin auraient pu survivre à l'impossible. Pourtant, malgré les théories et les photos floues, une vérité indéniable demeure. Nous ne savons toujours pas si Frank, John et Clarence ont atteint la liberté, disparaissant dans l'ombre et commençant une nouvelle vie sous de nouveaux noms, ou si les eaux froides et impitoyables de la baie de San Francisco les ont emportés, effaçant leur histoire dans le silence sombre de la nuit? Et s'ils ont survécu, où sont-ils allés et comment ont-ils vécu? Si cette lettre de 2013 était vraiment de John Anglin, pourquoi prendrait-il le risque de me contacter après tant d'années? L'affaire est officiellement en cours. Le US Marshals Service refuse de la clore tant qu'ils n'auront pas de preuves indiscutables, comme des corps ou des hommes menottés, mais soyons réalistes. Les chances que cela se produise maintenant, plus de 60 ans plus tard, semblent minces. La vérité sur la grande évasion d'Alcatraz pourrait bien rester à jamais l'un des mystères les plus captivants d'Amérique. C'est une histoire de détermination, d'ingéniosité
et de l'éternel désir humain de liberté. Qu'ils soient morts dans les eaux glacées cette nuit-là, ou qu'ils aient vécu paisiblement sous de fausses identités, une chose est sûre. Ils ont marqué l'histoire et nous laisserons toujours nous demander à quoi ressemblaient les histoires époustouflantes de la grande évasion d'Alcatraz. Maurice et les frères Anglin ont-ils réussi à contourner l'une des prisons les plus sûres de l'histoire et à vivre le reste de leurs jours en liberté? Ou ont-ils été aspirés dans les eaux glacées de la baie de San Francisco? Qu'en penses-tu? Laissez vos théories dans les commentaires ci-dessous. J'aimerais beaucoup connaître votre avis sur cette affaire légendaire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour ne plus manquer d'histoires incroyables comme celle-ci. Et rappelez-vous, certains mystères sont destinés à rester non résolus, mais ils font certainement de belles histoires. Jusqu'à la prochaine fois, restez curieux et continuez à vous poser des questions. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Merci de nous avoir suivis jusqu'ici.